Mesdames et messieurs, avec mon ami Pascal Mailloux. Pascal, qu'est-ce qui se passe? Bon matin, mon beau, bon matin tout le monde. Je pense que c'est la première fois en 10 ans qu'on se connaît au moins que je t'ai appelé Pascal. Ça se peut. Oui, je pense que oui. J'ai tout le temps dit Mailloux, c'est drôle. Hein? Mais même quand j'étais jeune, honnêtement, là, dans mon coin, tout ça, je pense qu'on s'appelait toujours par notre nom de famille pareil. Ça a toujours été Mailloux, Pinard, Clich, Roy. C'est rare que c'était Pascal. Ça a été ma période d'université où j'avais un surnom. Mais après ça, c'est revenu, mettons, dans le milieu de l'humour où c'était Mailloux encore, comme dans mon coin. Mais je suis sûr que je parle à tous nos collègues et je leur dis « Hey, tu as parlé à Pascal? Qui? » C'est sûr que tout le monde demande qui? C'est Pascal? Ouais, je pense que oui. Alors, Mailloux, pour ceux des auditeurs qui peut-être ne te connaissent pas, on va te faire une petite présentation. Alors, moi, je connais Pascal depuis plus de 10 ans. On a commencé à travailler ensemble sur Selon l'opinion comique. Alors, Pascal Mailloux était l'auteur en chef et pour la petite histoire, les premières semaines, il me réécrivait tout mon texte parce que j'étais nul. J'étais bon en débat. J'étais pas très bon en blague. C'est pas vrai. Je vais rectifier des choses. Non, tu nous as aiguillés. Honnêtement, ça a été, à part l'émission qui est extraordinaire, qui pour moi, c'est une de mes expériences de carrière préférées, là, selon l'opinion comique, c'était vraiment badass. Mais au-delà de ça, je me rappelle, on était avec Simon Gouache, et tu as écrit sur ses spectacles aujourd'hui en tant qu'humoriste, et Mélanie Couture, et il y avait aussi Kim Lizotte, la moitié de notre saison. Tu nous as vraiment aiguillés, en tout cas, pour moi, là, tu m'as appris à économiser des mots. Ouais. Arriver directement au drôle et pas besoin d'élaborer tant que ça. C'est dur comme métier. Moi aussi, ça a été une émission. Moi, j'avais fait beaucoup de jeunesse avant. Des émissions jeunesse, Vrac la vie, longtemps. Oui, exact. Puis là, c'est comme la première fois que je refaisais comme du stand-up, de l'humour adulte, tout ça. Adulte, Puis, la scène, j'ai beaucoup appris aussi. Autant que tu as appris, je pense que j'ai appris aussi. Parce que récemment, tu es venu sur scène. Là, tu en fais du stand-up sur scène. Oui, là, j'ai fait maintenant. Mais... C'est ça, mais j'ai appris à cette émission-là beaucoup. Vous aviez, c'est quand même big, là, vous aviez le sujet le lundi, vous le testiez le jeudi, puis vous le faisiez le vendredi devant écran. C'était 5 minutes. On s'entend, là, 5 minutes. Fait que moi, ce que j'avais appris beaucoup, puis ce que je me souviens de toi puis les autres, c'est d'être capable d'aller chercher le capital de sympathie le plus vite possible pour que le restant du 5 minutes... Surtout sur des sujets qui étaient difficiles. Moi, je me rappelle l'exemple que je donne quand on me dit c'était comment. Je dis la première semaine de Mel Couture. Parce que ce qui est arrivé, c'est que mi-saison, c'est loin quand même, Kim Lizotte, qui était là depuis le début de l'émission, nous quittait parce qu'elle avait un projet. Plusieurs années plus tard, ce projet est devenu Les Simones, qui a été une série qui a déchiré. Mais on ne savait même pas à l'époque. Et je me rappelle la première semaine de Mélanie qui était rentrée pour remplacer Kim. Son sujet, ça a été Daesh a décapité 22 personnes. Go. Sois drôle. Mais c'est fou à quel point c'est ça qui est plate, c'est que les gens réalisent pas la difficulté de ça, d'avoir ça le lundi matin comme sujet, d'écrire ça lundi, mardi, mercredi, de l'apprendre, de le tester dans un bar, de modifier des trucs, puis de le faire le vendredi devant des gens, puis avec conviction. Avec conviction, confiance, c'est ça. C'est fou. Puis là, tu sais, dans un bar, vous avez des fois 15 minutes pour vous installer, des fois même 30 minutes pour vous installer. Tu sais, fait que, tu sais, si au début, c'est plus mollo, mais là, tu vas builder, puis à un moment donné, les gens vont te connaître. Là, tu as 5 minutes. Fait que c'était souvent ça qui était la difficulté, c'est de dire « Ah non, là, t'es trop rough au début, ou t'es trop ci, t'es trop ça au début. » Je me rappelle, il y avait beaucoup de ça, C'est ça, t'es trop rough au début, il faut juste être en un gag ou 2, 3 pour qu'ils t'aiment, puis après ça, tu vas pouvoir dire des affaires plus rough un peu. Pas des prises de bec, mais un des gros trucs qui nous c'est qu'on avait des opinions quand même assez divergentes, ce qui est super, mais pour les passer en blague, il fallait tout de suite comprendre que, hey, by the way, je suis peace, même si je suis pas d'accord avec toi. Et c'est vrai que moi, ça m'a aidé plus loin, parce qu'avec ma gueule, mon accent, j'aurais pu très vite me mettre, pas des gens à dos, mais créer une distance ou avoir plus de difficultés. Et tu sais, je me rappelle en début de carrière, je disais souvent, le jour où je vais marcher à Bécomo, ça veut dire que mon humour marche. Et cette année, je suis retourné avec Louis-José, là, ça fait 2 ans. On a été à Bécomo, on a été à Sept-Îles, 2 soirs chaque ville, et ça a marché. Et dans ma tête, je me suis rappelé de ça quand j'étais jeune humoriste, et je suis comme, ah ben, là, je comprends un peu ce que Mailloux me disait.
les gens, ils savent pas c'est quoi un juif marocain de Ville-Saint-Laurent nécessairement, là, tu sais. C'est pas sûr, du moins. Je peux pas prendre pour acquis qu'ils savent, ils connaissent toute ma vie, tout mon vécu, tout mon bagage. Bien évidemment que non, tu vois. Ben, c'est parce que l'affaire, c'est qu'ils présument que tu viens d'ailleurs quand tu viens du Québec. Ouais, complètement. et tu sais quoi? Au début, ça me frustrait. Ben, pas ça me frustrait, mais je disais genre, il faut que je m'affirme dès le départ. Et après, j'ai compris que dans mon stock, tu sais, dans ce que je fais sur scène, les gens le comprennent parce que les blagues que je fais sur le Québec, c'est chez moi. Et quand un Français fait des blagues du Québec, on le voit arriver comme un 18 roues qui a pas de roue. Là, je veux dire, c'est un carnage. Alors que, et c'est souvent ça qu'on m'a fait remarquer. Ouais. Même quand j'imite des accents, par exemple. Tu vois, je fais beaucoup d'accents, les Haïtiens, les Africains, tu sais, name it, là, j'en ai peut-être une trentaine de différents. Et on m'a souvent fait le commentaire, ah ouais, mais moi, je pourrais pas faire ça. Et moi, la réponse, c'était ouais, tu pourrais faire ça. Mais si tu es dans la caricature grossière, ils vont t'arrêter. Si tu rends hommage, entre guillemets, les gens vont triper, man. Et c'est toute la différence. Tu vois, par exemple, un Michel Leb qui imitait les Africains dans les années 80 comme un cartoon de Tintin. C'était abject. C'était épouvantable. Moi, j'ai les bananes. J'étais comme, what the fuck, bro, t'es sérieux? C'était débile. Alors que moi, j'ai vécu avec ces gens. Tu sais, j'étais chanceux d'aller dans une école où il y avait 85 nationalités. Fait que moi, quand j'ai commencé, j'étais capable de faire un accent camerounais, ivoirien, rwandais, et je connaissais les différences. Et les Africains le voyaient, ça. Ouais. Mais ça touchait 5 personnes dans le crowd, tu vois. Mais, moi, je pense vraiment que tout est, c'est pas facile là, d'aller chercher ça, mais tout part du capital de sympathie. Ouais. Tu sais, qu'on aime pas, mettons, Martin Matt, dans son émission Les Beaux Malaises, il va faire des sujets, il va parler de pauvreté, de pédophilie, il va faire plein de sujets tabous, mettons, mais le monde le connaisse, le monde l'aime. Fait que là, on dirait qu'il peut dire tout ce qu'il veut. Les gens vont accepter. Et c'est quand même assez particulier à l'humour, ça, versus d'autres médiums. Plus tu en fais, plus les gens te suivent. Alors que oui, par exemple, tous les rockstars qu'on a connus, leur plus gros album, premier, allez, le deuxième, des fois, il est mollo. Le troisième, wow, they're back. Et plus ça avance dans la carrière, frère, plus c'est des 20 chansons d'or, là, tu vois. Oui, mais... En humour, regarde George Carlin, ses derniers specials, c'est pas vraiment de l'humour, là, c'est une conférence. Le mec, il donne ses idées, là. Il n'a plus rien à perdre, il s'en cogne. Il dit ce qu'il a à dire. Et les gens trouvent ça cool parce qu'ils connaissent. Tu vois, il a déjà fait son truc avant, là. Il y a un capital de sympathie. C'est ça qu'il ne faut pas... Tu sais, il faut aller le chercher le plus vite possible pour que les gens t'aiment et que tu puisses dire ce que tu as à dire et être drôle, la monderie. Mais il ne faut pas que quand tu l'as, tu t'assois dessus et tu profites de dire n'importe quoi. Tu sais, tu vas dire n'importe quoi puis ils vont rire pareil, mais à un moment donné, ça va s'estomper, tu sais. Et le meilleur exemple de ça, c'est un gars comme Mike Ward, par exemple, qui se qualifie lui-même comme la Céline Dion des jokes de graines. Mais il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire juste des jokes de graines. Les 3 premières, elles rient, man. Après ça, il faut un propos, là. Tu peux pas juste dire pénis, vulve et là, tout le monde va rire, là. Je veux dire, et c'est ça la force d'un gars comme Mike Ward. L'enrobage est facile. Parce que les gens veulent bien lui prêter. Ouais, c'est ça. Vois, c'est derrière, il y a quelque chose. Mike Ward, son numéro récemment qu'il fait sur les transgenres, mec, c'est du génie parce que c'est le sujet le plus sensible aujourd'hui, plus que les Juifs et les Arabes, Chris. Et il arrive à en parler, à dire ce qu'il pense foncièrement, qui n'est pas populaire comme opinion, mais Chris, ça passe. Et c'est ça, le talent d'un gars comme ça. C'est d'arriver à dire de la marde, d'arriver à dire des choses grossières, mais qui est dur. Mais il y a un propos. Non, mais il y a un propos derrière. Il y a comme, tu sais, c'est dans le sens, c'est que tu n'es pas d'accord nécessairement avec lui, mais c'est drôle. Puis, tu acceptes. Comme, mettons, quelqu'un un de tes amis, il y a plein de défauts, mais tu acceptes ses défauts parce que tu l'aimes. Oui. Bon, mais c'est la même chose pour lui. Tu sais, tu dis, je pense pas comme lui, mais c'est drôle. Puis, l'angle est intéressant. Je vais te donner un autre exemple hors humour, par exemple. Moi, quand j'étais jeune, je suis mélomane, je suis musicien, j'adore la musique, right? Quand j'étais jeune, pour moi, le métal, c'était associé à de la violence, du dark, Donc, j'ai jamais embarqué dans le trip metal, dans tout ce qui est... J'aimais le rock, j'aimais Led Zeppelin, j'aimais tout ça, mais genre Black Sabbath, j'arrêtais là. Tu sais, j'allais pas plus dark que ça. Et à un moment donné, vers comme, je pense que j'avais 17, 18 ans, quelque chose comme ça. Plus tard, j'avais déjà mes goûts musicaux un peu assis, là, si tu veux. Et là, on m'a montré Metallica avec l'orchestre symphonique de San Francisco. OK.
Et là, j'ai fait, oh, fuck, ouais, ok. C'est pas juste les Princes des Ténèbres, les mecs. Ils jouaient avec un orchestre symphonique, ça veut dire, ouais. Et là, toute ma perspective musicale a changé. Ça me plaît pas, mais je peux reconnaître. Country music, mais man, les gars, ils vendent des albums, ils remplissent des arénas et ça roule. Ils touchent du monde. Ils touchent du monde. À partir de là, ils touchent le plus de monde dans le monde. C'est la musique la plus vendue au monde. C'est le country. Mais c'est ça, j'ai plus, moi non plus, mettons quelque chose que j'aime pas, pas de colère, mais de mépris. De mépris. J'ai plus de mépris sur ce que quelqu'un va faire. J'ai plus ça, moi. Là, je fais, non, s'il est là, il y a des couilles pour dire ce qu'il pense, faire ce qu'il pense. Je fais, bravo. Mais c'est beaucoup d'artistes comme ça a été incompris au début et on trouve leur génie plus tard parce que des fois, ils sont trop tôt. Hendrix, c'était trop tôt. C'était trop tôt pour ce qu'il faisait. Oui, mais en même temps, même s'ils ne deviennent pas des génies plus tard, tu as le droit de ne pas aimer quelqu'un, mais de respecter ce qu'il fait. Complètement. Tu as le droit. Fais ce que tu aimes. Tu touches des personnes. Mettons, tu touches 10 personnes, ben, ça sera 10 que tu auras touché. Si tu en touches 20 000, ben, bravo. Moi, je me dis... Si tu touches 20 000 personnes, hashtag toute la gang. Non, mais c'est ça l'affaire. C'est que j'ai plus de mépris. En même temps, je me donne le droit d'aimer, pas d'aimer. Ouais, ça me convient pas. Mais cet esprit-là est nécessaire. C'est ça un esprit critique. Un esprit critique, ça ne veut pas dire d'éliminer la chose avec laquelle tu n'es pas d'accord. C'est de rentrer dedans, essayer de la comprendre et voir pourquoi ça ne marche pas. Regarde, nous deux, là, on a eu des prises de bec, justement, selon l'opinion comique, sur des affaires, des sujets touchy. Et au départ, c'était... Et à la fin de la discussion, c'est ok, je reprends ça maintenant dans ma tête et la prochaine fois que je vais avoir la discussion, il y aura ça de plus comme information. Tu sais, c'est vraiment ça qui est c'est comme ça, je pense qu'on avance. Pour vrai, je pense qu'on avance. Puis c'est ça que je trouve les médias sociaux, c'est ça que je trouve plate. C'est que tu ne peux pas dire, mettons, un exemple qui est bien plate. Non, tu ne peux pas dire Trump, il a dit quelque chose d'intelligent. C'est pas le cas, là. C'est pas mais mettons, tu dis... Il a dit une affaire, c'est intéressant. T'es pour Trump, tu acceptes, t'aimes Trump, t'as pas de bon sens. Moi, je l'ai vécu sur scène. Je faisais un bit, où je parle de terrorisme, etc. Ça a commencé pour une commande pour le show Extremis, qui est un show qui parle que de ça. Ouais. Je l'avais fait devant un crowd averti, bien évidemment, qui vient voir ce show-là juste pour rire. Toutes mes blagues rentraient, c'était super. Dans ce truc-là, je fais un bit où je détruis Obama. Je dis qu'Obama, prix Nobel de la paix, quand il a été élu, j'ai pleuré, frère. Un black président aux États-Unis, de la science-fiction. C'est big, ouais. On est en train de vivre l'histoire et j'attendais que quelqu'un le shoot le jour de son élection. Vraiment. Mais après 8 ans, on va faire le bilan. Il avait du swag, beau gosse, il a amené une autre énergie à la Maison-Blanche, tout ça, ouais. Mais... le président le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis, celui qui a bombardé le plus sans même mettre d'armée sur le sol, il a mis des drones. C'est le gars qui a donné 150 milliards de dollars à son ennemi juré, l'Iran, en leur redonnant leur programme nucléaire. Bon, alors tu fais tout le bilan, alors tu dis pour moi, c'est un connard. Physiquement, les gens, ils refusent. Je te jure, j'ai eu des drops, je l'ai fait comme 10 fois, après j'ai dit, bon, fuck that, man. J'ai pas besoin de faire ces blagues-là. Mais c'est ça. Touche pas à Barack, man. Barack is the king. D'accord, jusqu'à une certaine, tu vois. Mais c'est dur d'aller toucher cette nuance-là. Tu sais, de nuance, de dire, regarde, non, il a fait des affaires hot, mais il a aussi fait des affaires pas cool. Ouais. C'est un abruti fini. Il n'y a personne qui va contester ça. Misogyne. Tout. Vas-y, la liste. Complet. Tout ce que tu veux. Mais dans les faits, avant le Covid, là, bien sûr, il a ramené le plein emploi aux États-Unis, ce qui n'était pas arrivé depuis 70 ans. Il a ramené des intérêts américains, des capitaux de retour dans son pays. Et, man, il a couché la Chine. Personne n'a réussi en 50 ans. Il les a calmés. Donc, ça n'excuse pas le reste. Il faut quand même le souligner, quoi. En fait, moi, ce que je dis, c'est qu'il veut que les Américains recommencent à travailler dans des usines. Il veut que l'économie... Les intentions, ils sont bonnes, mais la façon qu'il s'y prend, c'est un imbécile. C'est un nul à chier. Il n'a aucun décorum politique, en fait. Chose qu'Obama avait fois 1000. Obama, il te disait, je te crosse, et tu sortais de là avec wow. Je me fais crosser par Obama.
Mais c'est ça. C'est cette nuance-là qu'il y a plus dans la critique ou dans le de donner son point de vue. Puis tout ça, là, c'est délicat. Les médias sociaux, c'est impossible. Mais moi, j'ai arrêté. Moi aussi. En fait, j'ai arrêté. Je ne me suis jamais vraiment impliqué parce que c'est. Tu me connais, débattre, c'est ma vie. Je peux discuter jusqu'à la mort. Même en tant que. Non, mais en tant que sport, je m'en fous si j'ai des temps à la fin. Rien qu'on ait une discussion d'1 heure où on se tabasse, j'adore ça. Mais ce n'est pas des vraies discussions. C'est ça le problème. Ils ne jouent pas avec les bonnes règles du jeu. Donc, c'est un jeu de qui est le plus extrême. Alors, tu as gagné avant que je commence. Je ne veux même pas rentrer. Ouais, non, tu as raison. Je comprends ce que tu dis. Parce qu'il y a l'écran. En vrai, personne n'est intense comme ça. Non. Ben non, j'en ai eu des discussions toute ma vie. Là. Mais non, mais il y en a qui n'ont pas la moindre, il n'y a pas de confiance en eux assez pour ça, là, souvent, là, pour argumenter. Puis... Mais ultimement, le côté positif, par contre, de ça, du débat, etc., même si c'est maladroit, parce qu'il faut dire que c'est le début. Pas tout le monde, dans les années 50, 60, 110, 80, 90, a appris à formuler une opinion. C'est pas vrai. Non. Surtout ici au Québec. Souvent, on t'a dit, garde-les pour toi, tes opinions politiques et religieuses. On en a à la foutre, on parle pas de ça. On veut pas que tu chicanes. Oui, c'est ça. On n'aime pas le conflit beaucoup, je pense. On n'aime pas le conflit. Mais aujourd'hui, le début est catastrophique. Il y en a qui ne savent pas écrire, il y en a qui ne savent pas. Mais regarde en France. En France, on leur demande leur opinion depuis que la monarchie est tombée, même. Donc, eux, ça fait 400 ans ou 300 ans qu'ils se préparent à débattre, à manifester. Il y a des gens qui sont morts là, pour leur tribe. Donc, culturellement, ils sont prêts à ça. Mais ici, on est en train de le faire. Parce que c'est pas vrai que les Québécois, c'est des damnés. Ils n'ont pas d'opinion, ils ne savent pas analyser. C'est de la bullshit, ça. Mais on commence à voir avec les médias sociaux des gens qui se disent « Ok, je ne suis pas obligé d'acheter les 3 journaux qu'on me propose. Je peux aller chercher. Je peux dire ce que je pense. Il y a des gens qui vont être d'accord avec moi, des gens qui vont être contre moi. Mais c'est important, ça, dans la vie, d'avoir des gens pas d'accord. C'est nécessaire. Ben oui. Oui, je pense. Puis la preuve, ce mécanisme-là va... Comme en humour, au Québec, on est rodé. Là, ça fait 50 ans qu'on fait du stand-up. Regarde en France. Ça a commencé. Au début, ils étaient nuls. Mais il y en a qui deviennent fucking bons, même. Because they're doing it. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Ah oui, non, je comprends. Ben, oui, c'est comme on dit souvent, là, du stage time. Faisant, puis tu vas t'améliorer. Puis, tu le dis toi-même, l'effet d'animer au bordel, ça t'a beaucoup donné confiance à jaser avec le monde et tout. C'est ça, c'est du stage time. Tu as besoin d'avoir les pieds là le plus souvent possible pour. Et toi, maintenant que tu en fais du stand-up, tu as ton stage time, est-ce que ça a changé ta perspective du métier? Mettons par rapport à être juste auteur et maintenant faire les deux. Non, ça n'a rien changé à ma perspective, mais tu sais, dans le sens que je te dirais que je suis plus... Avant d'envoyer des gags, même aux autres, je suis plus sélectif. Je suis plus... tu sais, avant, je me disais, bon, il les prendra pas. Je vais l'envoyer, puis il les prendra pas. Maintenant, je vais prendre plus de temps à le faire parce que je me suis rendu compte qu'en le faisant, des fois, j'allais essayer des affaires qui étaient so-so. C'était dur, c'était pas facile. Fait que, tu sais, là, je vais le faire à haute voix avant d'envoyer un texte à quelqu'un d'autre. Je vais le faire à haute voix, puis je vais plus le retravailler. Je vais être plus difficile parce que, tu sais, j'y enverrai moins de mauvaises affaires parce qu'en disant « Ah, il choisira ». Parce que tu te dis que tester de la marde, entre guillemets, c'est trop difficile. Oui. Ouais. C'est vraiment difficile. Puis, tu sais, en nous, on le sait, puis, tu sais, c'est pas méchant, mais mettons qu'on vous envoie du stock comme auteur, tu sais, vous allez choisir un gag, selon moi, pas bon de vous avant de choisir un gag moyen de nous. Oui, parce qu'on l'assume. C'est ça. Ça vient de votre cœur. Je suis nul, je peux prendre le beating. Mais si tu es nul et c'est moi qu'on frappe, c'est ça. C'est ça. Tu sais, parce que les bons gags, les killers, on a comme l'instinct, on est capable de les voir, puis on fait « Ah non, ça c'est drôle, on va le faire, puis ça marche souvent. » Mais un gag moyen de moi, auteur, là, ben, les humoristes vont dire « Ah non, mais tu sais, je suis pas sûr, fait que je vais prendre un gag des fois qui est moins bon de moi. » Est-ce que toi, tu te le fais à l'interne? Tu t'envoies des gags que tu refuses en tant qu'humoriste? Ben, en fait, c'est niaiseux, mais je prends beaucoup de recul. Tu sais, j'essaie d'écrire, tu sais. Puis avec le recul, des fois, tu fais « Oh, j'étais pas en forme hier. »
je n'étais pas en forme la semaine passée pour écrire ça. Il manque de quoi? Moi, des fois, je retourne dans mes textes. Tu l'écris sans l'avoir joué encore, puis tu repars dedans et tu es comme, mais j'avais mangé quoi ce jour-là? Là? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, vraiment. Puis, je suis pas certain aussi qu'on peut être un script éditeur, un bon script éditeur de nous-mêmes. À court terme, je parle. Ouais. Tu sais, comme moi, mettons, j'écris de quoi, si je le vois une semaine ou deux après, je vais être capable de me script éditer. Mais si, mettons, je fais de quoi lundi pour jouer jeudi, ben, des fois, ça me prend quelqu'un d'autre pour me dire « je comprends pas ce que tu as dit là, qu'est-ce que tu veux me dire, pourquoi tu me dis ça? » Par exemple, est-ce que ton auteur, on va l'appeler ça comme ça, ou ton script éditeur, c'est quelqu'un pour qui toi, tu as déjà été auteur? Non, c'est un autre auteur ou un humoriste. Des fois, c'est des amis. Là, pourquoi tu dis ça? Je comprends pas ça. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu as trop de mots là. C'est pas clair ton début. T'sais, je me fais dire ce que je dis aux autres. C'est fou quand même, ça. C'est vraiment malade. Parce qu'on peut pas avoir le recul sur nos trucs. Mais c'est comme un médecin. Un médecin, il connaît toute sa médecine, mais il doit lui-même aller chez un autre médecin se faire diagnostiquer, tu vois. Jusqu'à la limite de ce qu'il est capable de faire. C'est ça. Wow. C'est ça. Puis, tu sais, des fois, c'est juste pour aller plus vite aussi. Tu sais, c'est niaiseux, mais je pourrais avoir ce recul-là. Tu pourrais avoir ce recul-là. Simon Gouache peut avoir ce recul-là. Oui, mais ça prendrait un mois de plus pour rien. Probablement. C'est ça. Tandis 25 kilos à se planter, à refaire. C'est alors ça. que quelqu'un qui est détaché complètement veut le voir tout de suite. C'est ça. Puis là, tu dis, mais pourquoi tu me dis ça? Tu sais, j'ai pas compris ça au début, mais j'ai compris à partir de cette gag-là. On devrait, tu sais, tout ce... Moi, un bon exemple qu'il m'avait donné, ça c'est mon premier show de bar de ma vie. C'était à la Queue Leu dans le Vieux-Montréal dans le temps. Et c'était François Bouliane qui animait, il y avait Eddie King sur le show. Il m'avait vu faire, et je faisais à l'époque mon début, là, le Vidéotron, l'Africain, tout ça. Il était venu me voir, il me dit, t'es bon, mais tu tires trop partout. Il me dit, prends ton gun, vise bien. Et quand tu l'as, bang, shoot. Et ça m'avait marqué comme image parce que c'était comme, là, tu es sûr de les tuer. Là, peut-être, mais tu en perds beaucoup. C'est comme, waouh, quelle image, man. Et c'est vraiment ça l'humour. Tu vises, et là, le punch, il arrive, bang, it's done. Alors, c'est cette précision, et c'est ça que s'il y a des jeunes humoristes qui nous écoutent, vous allez être mauvais pendant longtemps. C'est ça la game. Et c'est correct. Même comme auteur, c'est facile, j'écris, puis tout ça, mais quand je arrive pour le faire, là, comme tout le monde, dans ma création, dans mon personnage, dans ma démarche artistique, elle n'est pas toujours claire au début. Puis, ça fait juste 2 ans. Fait que, tu sais, au début, je voulais être un petit peu plus engagé, dire des trucs. Hey, ça passait pas, Nive. Ça passait pas. Tu sais, je me souviens, une année, j'avais été au bordel, j'avais fait de quoi sur les armes, un 5 minutes sur les armes. Ouais. Ça a été un beau 5 minutes de ce qu'on appelle un silence. T'as mal. J'avais mal. Tu me racontes et je suis pas bien. J'ai encore mal. Mais commencé trop rough, pas de capital de sympathie. C'est ça. Puis là, c'est ça, tu t'évolues, tu marches, mais même, tu sais, c'est impossible. Là. Puis tu regardes... Simon, Phil, du monde avec qui je travaille, Périzolo, il essaie des affaires au début, puis c'est sûr que ça fait longtemps que vous en faites, vous avez un taux de succès plus rapide au début. Mettons sur un texte, vous allez avoir peut-être un 50% ou 60% qui marche plus vite. Dès le départ, Dès le départ. Moi, c'est peut-être à 30-40, là, parce que... Mais tu sais, ce qui est fou, c'est qu'au départ, par exemple, moi, j'en ai revu des vidéos où dans ma tête, c'était waouh! Frère, il y a 3 gags en 10 minutes. Et j'étais sorti de là-bas comme achetez-moi une Ferrari, les mecs, j'arrive. Mais non. Alors, l'effet pervers, c'est que plus tu en fais, plus c'est vrai que tu es meilleur. Mais là, le niveau d'attente, moi, quand ça n'arrive pas aux 10-15 secondes, je commence à être nerveux là. Alors qu'avant, mes V1 d'aujourd'hui, jamais c'était arrivé avant. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, je comprends. Je veux dire, quelqu'un qui parle à Sidney Crosby, il va dire, lui, man, il doit pas avoir de doute. À chaque fois qu'il a la POC, ça marche. Il doit avoir plus de doute que toi, que moi, que toute notre crise de ligue de garage, man. Parce qu'il sait ce qu'il est capable de faire. C'est ça la folie. Je suis en train de voir la série Netflix là, sur les Bulls et Michael Jordan.
C'est malade. Et tu vois le niveau d'engagement du bonhomme. C'est genre, dude, il peut mourir le soir sur le terrain, là. Il va y aller. Et tous les jours. C'est pas, il a une bonne semaine. Non, il a une bonne 20 ans, même. You know? Et c'est ça qui est malade. Mais mentalement, il est bizarre. Là. Il n'accepte pas la défaite. Là, puis il y a un niveau de compétitivité. Là, c'est psychopathe. C'est pas loin. C'est pas loin de ça. Là, mais c'est ça. Quand à un moment donné, il se fait pogner pour du gambling, elle lui dit, est-ce que tu as un problème de gambling? Je dis, non, j'ai un problème de compétition, ça oui. Ça oui. Ça oui, depuis que je suis né, j'aime pas perdre et je veux gagner même si on joue à pile ou face. Il avait l'air d'avoir des parents aussi. Son père, il avait l'air d'être assez particulier aussi. Là, mais prends tous les success stories, là, les grosses stars qu'on aime bien avoir. Il y a quelqu'un de malade derrière. Je veux dire, Beyoncé qui aujourd'hui, Beyoncé, elle courait 2 heures par jour en chantant avec le père qui la suit en voiture. Comme ça, quand tu vas faire des spectacles, tu ne seras jamais essoufflé, ma belle. Mais qui est prêt à faire ça, man? Qui est prêt à faire ça? As-tu déjà lu la biographie de Carmen? Je cherche son nom. Open. La biographie, c'est Open, c'est Agassi. André Agassi, ouais. T'as-tu déjà vu? Moi, c'est la plus belle biographie que j'ai lue. C'est Open d'Agassi. Puis il raconte son père, là. Son père, il allait sur des terrains de tennis, là, avec son fils. Il était jeune. Il avait peut-être, mettons, genre 8 ans. Je te donne ça, cette réserve. Il avait 8 ans. Puis là, il prenait le plus vieux et le meilleur sur le terrain. Puis il était là, je veux que tu joues avec mon gars. Puis je te gage 20$ qu'il va gagner contre toi. Okay. Mais tu sais, c'est son père gageait. Puis là, il disait, ouais, mais il y a 12 ans, peut-être, là. Tu vas gagner. J'ai mis 20$, toi, t'es mieux de gagner. Tu sais, la pression de all-in. Et au début, beaucoup de gens, quand ça n'arrive pas, quand c'est pas encore arrivé, les gens, ils ne comprennent pas ça. Moi, je me rappelle mes chums, là, mes amis d'enfance, là, mes boys, là, on est amis depuis l'âge de 5 ans. Quand j'ai commencé en humour et j'allais jusqu'à Drummond pour 50$, là, ils me disaient, mais bro, c'est même pas ton essence. Ouais, mais man, j'ai un 15. Ouais. Et rien. Mais ils ne comprenaient pas ce que je disais. Aujourd'hui, ouais, bro, tu t'éclates, hein. Ouais, mais tu te rappelles quand tu me disais que j'étais débile là, de rouler jusqu'à Drummond pour 50 balles? Mais ça a aidé à ce que je fais aujourd'hui. Ben oui. Et c'est comme ça, toutes les plus grosses stars. Et c'est toujours des exemples comme ça. Carey Price, là. Le père, il a acheté un avion pour l'amener de la réserve jusqu'à la ville pour jouer au hockey. 3 heures de vol à chaque fois. Je comprends l'explication. C'est fou quand même. Ouais, c'est fou. Non, mais tout est. Le travail, il n'y est pas beaucoup, là, effectivement. Je pense que, tu sais, ils sont fous du travail, ce monde-là. Là, ils travaillent. Et pas tout le monde est capable d'être ces gens-là. Tout le monde aspire à ça. Tu vois, moi, je tourne avec Louis-José, je vois sa rigueur. Bro, pas tout le monde est capable d'être lui. Le parallèle, je pense, au hockey est le fun. Tu sais, t'as des Crosby qui sont over la ligue, tu sais, qui ont un talent, mais en plus le travail et tout ça. Tout. Mais ils ont tout, en fait. C'est ça. Mais tu sais, tu as un joueur de premier trio puis tu as un joueur de quatrième trio. Les deux font la Ligue nationale, mais il y en a un qui est moins bon que l'autre. Il y en a de deuxième trio, troisième trio, mais c'est la même affaire en humour ou en chanson. Oui, il y en a qui ont le talent spectaculaire, mais la rigueur, le travail. Tu sais, au début, on me dit, tiens, le prochain Rachid. C'était dur d'être Rachid, même, dans les années 2000-2010. Non, parce qu'ils travaillaient énormément, les gars. C'est dur de la tourner, même. Je vois Mazza, ok? J'ai parlé à Mazza il n'y a pas longtemps. Et moi, le confinement, même, c'est une bénédiction, là. Moi, ça fait 8 ans que je n'ai pas pris de vacances. Et je la crois. J'étais là. J'étais là. C'est-à-dire, c'est cool, vendre 300 000 tickets, être la plus grosse star du Québec, avoir des jeunes, des vieux, de toutes les couleurs qui viennent te voir. Tout le monde rêve à ça. Mais est-ce que tout le monde est prêt à investir de leur vie et de leur temps pour ça? Je ne suis pas sûr. Pas sûr. Effectivement, ça tire du jus. Tu as raison. C'est dur d'être une star, man. You know? Pas juste une petite vedette, là, être quelqu'un d'installé. C'est dur. Ça prend beaucoup d'applications et de sacrifices, tu vois. En fait, c'est dur d'y arriver, mais c'est dur de rester. Il y a plein d'affaires, c'est dur, effectivement. Mais c'est dur, on s'entend, là. On a les gens ont des sous. Tu comprends-tu ce que je veux dire? On s'entend qu'il y a pire en niveau de difficulté. Je vis un rêve. On vit tous un rêve. On vit c'est ça. C'est déjà magique. Ouais, c'est challenge. Et c'est pas une hiérarchie. Tous les jobs viennent avec une implication. Peu importe ce que tu es. Je veux dire, tu travailles commis à l'épicerie, tu peux emballer les sacs,
Mais tu peux tellement bien emballer les sacs qu'un jour, tu vas être gérant de la crise d'affaires. Et à un moment donné, tu vas devenir gérant de district. Moi, j'ai un copain qui a commencé fruitier, man, chez Maxi. Il est rendu tellement haut, dès qu'ils ouvrent un Maxi, c'est lui qui va l'ouvrir. Le gars, il a commencé à 15 ans, il s'enlignait pour aller à l'université, pour aller partout. Ils lui ont dit, tu fais tout ce que tu as à faire, mais tu restes avec nous. Aujourd'hui, marié, 3 enfants, le gars, il fait du fric. Mais quand il fucking plaçait des pommes, là, combien de gens lui ont dit, si, il plaçait une pomme. Non, mais tu comprends? C'est oui, ça. oui, oui. Moi, comme Chelsea va jusqu'à Drummond pour 50 pièces, ouais, ben aujourd'hui, voilà. Ouais, aujourd'hui, je fais des blagues. Non, mais pour vrai, tu gagnes ta vie, tu as ta famille, tu fais nourrir ta famille, c'est beau, c'est fun. C'est vraiment. Non, mais on se lève à chaque matin et écrit des niaiseries. C'est ça, dans le fond. Là. Ouais. On écrit des blagues à chaque matin. On se lève, prend un café, écrit des niaiseries. Comment que je. Ah, ça, c'est drôle. Ah, ça, c'est pas drôle. Ah, oui, ça, c'est drôle. C'est niaiseux, mais on fait ça chaque matin. On est payé, puis on paye une hypothèque, là, à la maison. Il y a pire. Tu sais, dans la vie, il y a pire. Mais ce qu'il faut dégager de ça, c'est pas mieux ou pire. Moi, mes parents, ils m'ont élevé comme ça. Ils m'ont dit, fais ce que tu veux, man. Il n'y a pas de. Ce que tu veux. Mais tu donnes ta vie pour. Tu y vas à fond ou c'est pas la peine. Et c'est une pression au départ. Mais ultimement, quand tu intègres ça, tu fais les choses pleinement et tu les apprécies. Tu vois? Ouais, c'est le fun. J'ai jamais fait ce métier pour être une vedette. J'ai fait ce métier pour vivre de la scène. Ouais, ça, non, mais pour les bonnes raisons. Mais ceux qui ça, parce que j'aime pour les bonnes raisons. Ouais, foncièrement. Et on le faisait sans être des vedettes. Et tu le fais sans être une vedette. Et tu vas te planter dans des bars avec 30 personnes parce que you love the fucking craft, man. Tu vois, tu aimes ce que tu fais. Et c'est ça que je dis aux gens. Trouve quelque chose que tu aimes. Moi, j'ai des amis qui ont des métiers solides, là, médecins, machin, font la palette. Il n'est pas heureux. Je le sais, c'est mon pote. Il n'est pas heureux. Mais sa vie a fait en sorte que son entourage a fait en sorte que il a fait ce qu'il devait faire. Mais je ne suis pas sûr. Tu comprends? Je ne suis pas sûr. Ouais, ça doit être plate un peu. Ça doit être plate un peu, mais en même temps, je peux comprendre la pression sociale, je peux comprendre le confort. On aime le confort quand même. Tu comprends? Puis, pour faire des fois ce que tu aimes, ça nécessite pas de confort. Puis il faut que tu abandonnes certaines affaires. Il faut que tu abandonnes d'avoir un beau char neuf avec du beau cuir puis qui sent neuf. Puis, il y en a qui ne sont pas prêts à faire ces sacrifices pour plus tard, tu vois, parce que non, c'est ça. Je le comprends. Et je le comprends, moi, par exemple, voilà. Là, avec toute la situation, on est en train de dire est-ce que ça va revenir comme on l'a connu, là. Se foutre à la place des Arcs 3000 personnes, est-ce que c'est encore possible bientôt? Bon, alors, le doute, il est là. Personne ne sait. Personne ne sait. Puis on a hâte de savoir comment ça va s'aligner. Ouais, et je parlais avec ma femme, elle me dit, OK, et là, je stresse. Et qu'est-ce qui se passe si ça n'existe plus, là? Je fais quoi, moi? Je vais aller trouver un travail, je vais manger, je vais payer mes affaires. C'est pas ça le but. Mais je me dis, man, ça fait 10 ans là, que j'ai mis là-dedans, là. À fond, avec tout ce que j'étais, tout ce que j'avais, tout ce que... Ça me ferait chier de lâcher là. Tu vois? Mais je pense pas que tu es à l'âge. OK, j'ose espérer que on va se retrouver assez bientôt dans les 4 à 8 mois, mettons. De 4 à 8 mois qu'on soit capable de revenir, puis tout ça. Mais tu sais, effectivement, ça nous pousse à faire des lives le matin, à jaser, à faire des trucs, à écrire autrement, à trouver une façon autrement de faire ça. Mais j'avoue que c'est stressant. Comment qu'on va faire? Tu sais, on cherche présentement, on cherche des façons de faire. En fait, c'est ça l'histoire. Personne ne sait. Fait que tout le monde cherche des façons de faire, de pouvoir dire leurs trucs, de faire rire, tout ça. On n'a pas tout trouvé encore. Fait qu'effectivement, là, c'est angoissant. Oui, exact. Mais je me dis, si tout chie là, on aurait une belle run quand même. Mais ce que je veux dire, pourquoi je te donnais cet exemple, c'était par exemple les médecins ou les gars qui ont des grosses jobs qui ne peuvent plus changer. Moi, rendu là, aujourd'hui, tu me dis, OK, ben, change de carrière. Man, je dois repartir à zéro. Tu comprends? Un gars qui a fait 15 ans de médecine, tu lui dis, ouais, mais c'est quoi ta passion? Moi, l'agriculture. Mais frère, comment il va? Comment il arrête tout, là, ce qu'il a pour aller faire... C'est dur de prendre la décision de tout lâcher. Rendu à un certain âge. Quand j'ai commencé, j'avais 24 ans, mais j'avais rien, je devais rien à personne. La vie était, allez, on y va. Tu comprends? J'habitais chez mes parents, mais je n'avais même pas de loyer. Mais, tout était possible. Mais faire ça à 45? Ouais, c'est ça que je te dis. Il y a des applications, il y a des gens.
Vraiment. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas. On va essayer de trouver un vaccin d'ici là. Non, mais tu sais, j'ai encore de l'espoir. Pour vrai, des fois, ça Oui. m'inquiète. Tu sais, comme cette semaine, on entendait beaucoup dire ça sera peut-être pas avant janvier. Je trouve ça loin un peu. Moi, je dirais 8 mois, mettons, parce qu'on a commencé en mars. Là. 8 mois sans rien, 10 mois sans rien, ouais, c'est rough. Ouais. C'est rough en crime, là, si c'est en janvier. Mais tu sais, je pense qu'ils ne savent pas. Puis là, on est dans le peut-être qu'on aura. Mon espoir, c'est qu'on aura l'énergie québécoise du printemps. Quand après l'hiver, il commence à faire 8 degrés, les gens pensent qu'il fait 25. J'espère qu'on a cette même énergie par rapport aux salles de spectacle. Genre, ça fait 1 an qu'on n'en a pas vu. Let's go, on attaque là. Ça, c'est mon rêve, ça. Ah, ben moi aussi, ça va. Moi aussi, je pense, c'est mon rêve beaucoup. Puis, tu sais, là, présentement, c'est vraiment les personnes âgées qui sont vraiment critiques, puis tout ça, tu sais. Puis là, mais j'ai hâte là, de voir un peu, peut-être dans un mois, là, voir comment ça va être encore. Là. Moi, je pense que si ça relaxe, j'ai comme l'espoir qu'en septembre, ça puisse revenir. Tu sais, je serais découragé que ça soit juste en janvier. Là. Je capoterais, mais j'aime beaucoup vous parler avec mon téléphone, mais j'ai envie de vous mettre des coups et des gifles et des câlins même. T'as pas idée comment j'ai le goût de sortir du site là, le soir pour aller dans un show d'humour. J'ai fait au café où je vais en bas de chez moi, là où je vais tous les jours. Là, j'achète du café là-bas pour faire mon café à la maison. Ben, j'aime bien le café. Je suis rentré, j'ai vu mon copain barista. Je lui dis, bro, j'ai envie de te donner un rein. Je lui dis, moi aussi, même. Tu me manques, je te jure. C'est du café, bro. Imagine le reste. Ouais. Tu sais, je suis assez fan d'écouter des séries puis des films, tout ça. Tu sais, j'aime ça. Tu sais, je suis capable d'être chez nous puis d'écouter ça. Mais là, je te dirais que là, je fais mais j'ai hâte d'aller voir du monde. Là. Ouais, on est en manque du monde. Ben, sur ce petit message de mini-espoir qu'avant janvier, on se fasse des câlins et des petites gifles. Pascal Maillot, ça a été un plaisir de te jaser, mon chum. Toujours le fun. Merci, Nive, de cette belle invitation. Avec grand plaisir, man. Un beau vendredi matin. Yeah! Écoute, je te souhaite une longue carrière sur scène. Fuck les auteurs. Non, c'est pas vrai. Les deux. Les deux. Je nous souhaite de pouvoir continuer à faire le plus beau métier du monde très bientôt. Et d'ici là, reste prudent. Achète du papier de toilette. Porte un masque. Lave-toi les mains. Lave-toi les mains, ouais. Lave tes mains. Occupe-toi de ton bébé, ta famille. Ton chat. C'est sûr. À bientôt. Love you, man. Fais attention à toi. On se parle bientôt. I love you. Bye.